Bonjour pour les étudiants de ce module, Introduction à l'économie. Donc, l'intervention, toujours pour le régime distanciel, concerne les deux ensembles, l'ensemble 7 et l'ensemble 8. Donc, en attendant le régime présentiel, pour que chaque ensemble donc, aura son cours. Donc, l'intervention d'aujourd'hui sera consacrée intégralement donc, au chapitre sur les courants économiques. Normalement, ce chapitre ne prend, en régime présentiel, il ne prend vraiment presque la moitié du semestre des séances semestrielles, des séances du semestre. Des fois, il ne prend jusqu'à 6-7 séances, même 8, parce qu'il y a trop de courants, il y a beaucoup d'économistes. C'est très important comme pour les étudiants en introduction à l'économie, ce chapitre sur les pensées, sur les économistes, sur les théories économiques. Et c'est pourquoi c'est pas facile de faire vraiment d'achever ce chapitre facilement. On reste toujours insatisfait, mais il faut savoir une chose, c'est que le module, il y a un module, le 5e semestre, un module dédié, réservé à l'histoire de la pensée économique. Donc vous auriez, donc, c'est vrai qu'il y a des étudiants qui malheureusement ne vont pas jusqu'à, pour des raisons d'autres, ils vont donc soit donc arrêter les études, donc ils n'auront pas cette chance d'aller jusqu'au 5e semestre, soit qu'ils vont changer de filière, ou pour des raisons ils ont des possibilités donc d'aller faire d'autres instituts, d'autres écoles, par exemple les passerelles pour aller à l'ENCG ou faire donc une licence professionnelle après 2 années d'études, dont la licence d'études fondamentales. Donc, c'est pas donc moi en tant que professeur de ce module, donc je ne dois pas réfléchir de cette façon, c'est-à-dire ne pas trop aborder ce chapitre parce que les étudiants auront la possibilité d'approfondir davantage les cours, tout ce qui concerne ce cours plus tard en S5. Donc quand même, en tout cas, vous avez dans ce qui est envoyé parmi les supports écrits, donc vous avez 37 pages, un chapitre très développé parmi donc ce support de très long. Le chapitre qui est vraiment très développé, très détaillé, c'est le chapitre sur les courants économiques. Il y a donc, il est très détaillé. Il y a même une partie sur les théories économiques contemporaines. Les courants économiques, la pensée économique, les réflexions économiques, il faut dire une chose, c'est que l'activité économique est aussi vieille que l'humanité, que depuis les temps les plus reculés, donc il y avait une activité économique. C'est vrai que avant que l'homme ne soit en société, avant que l'échange marchand, avant que la monétarisation d'économie ne se développe, surtout en Chine pré-impériale, en Chine antique ou bien en Grèce antique, il y avait quand même, on a imaginé un être solitaire, un être donc qui n'avait pas de relation, qui pour satisfaire ses besoins devrait donc puiser dans la nature, donc pour manger, pour apaiser la faim, il doit aller faire la chasse, la pêche,
pour se vêtir et se prémunir contre donc, le froid, il doit faire l'abattage des animaux et confectionner ses propres vêtements pour, donc, pour se loger, pour avoir un toit. Il doit donc aller donc, creuser donc, des cavernes ou bien. Donc, il va se débrouiller tout seul. Donc, il n'y avait pas de relation. Donc, c'est pas comme lorsque Ensuite, avant que l'échange marchand ne se développe, les besoins étaient satisfaits dans le cadre communautaire, tribal, dans le cadre de relations de voisinage, de parenté, de liens solides, liens familiaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas d'échange marchand. Donc, c'était entre les tribus, c'était le troc. Donc, si quelqu'un a besoin d'un produit qu'il ne produit pas, il peut donc en avoir auprès des voisins, moyennant cet échange sous forme de troc, un produit contre un produit, pas de monnaie. Donc, mais le problème, le problème de l'économie en tant que réflexion, en tant qu'idée, donc allait se développer lorsque l'économie allait se monétariser, lorsque l'échange marchand allait se développer. Dès qu'il y a échange, ça veut dire les problèmes vont se poser. C'est-à-dire que pour satisfaire un besoin, il faut passer par le marché. Et si vous n'avez pas donc les moyens, votre besoin donc, ne sera pas apaisé facilement. Donc c'est là donc, la division du travail, c'est-à-dire ça va poser un problème. Il y aurait donc un surplus un surplus de ressources, donc qui va poser ce problème de son partage, des problèmes sociaux. Donc certaines classes vont être plus aisées que d'autres qui vont souffrir. Donc c'est l'échange marchand, la monétarisation, ça veut dire bonjour les inégalités sociales, bonjour les problèmes sociaux. C'est pas la vie. C'est comme lorsque le capitalisme allait plus tard s'attaquer à des formations économiques et sociales qui n'étaient pas capitalistes. Donc, il va inculquer à des pays qui étaient en dehors du capitalisme par la colonisation, par les échanges internationaux, par d'autres moyens. Comment donc ce développement du capitalisme aussi allait annexer des formations économiques et sociales des pays qui n'étaient pas capitalistes. Et donc, il va leur inculquer la dimension marchande. Et donc, il va casser certains liens familiaux. Il va casser certains liens sociaux. Il tend à uniformiser le mode de consommation, le mode de production, même le mode culturel dans son ensemble. Donc, l'économie, c'est pourquoi les premières réflexions économiques allaient donc apparaître dans les régions où commence à se développer une production marchande, un échange marchand, une monétarisation. Donc c'est normal que c'est en Chine pré-impériale, en Chine antique et en Grèce antique que les premières réflexions allaient être développées donc chez les auteurs de l'époque. En Grèce, donc les premières réflexions à caractère économique, on va les retrouver chez les philosophes Platon, Aristote, Xénophon. Il y avait aussi au 8e siècle Hésiode, le premier à avoir utilisé le terme économie, mais généralement on impute à Xénophon cette filiation, le fait qu'elle est l'auteur le premier à avoir forgé dans son ouvrage intitulé L'économique, donc le premier à avoir utilisé ce terme. Mais Jean-Marc Daniel, dans son ouvrage, mentionne que déjà avant Xénophon, Hésiode a utilisé cette expression d'économie. Donc les philosophes grecs, Platon, Aristote et Xénophon, vont en tant que philosophes aborder aussi la question économique. Ils vont aborder aussi la question économique, mais d'un point de vue
de philosophes, c'est-à-dire que ce qui préoccupe ces philosophes, ils étaient la préoccupation principale, c'est qu'ils voulaient une cité idéale. Ils étaient pour l'harmonie, ils étaient pour l'harmonie, pour une cité idéale, surtout en Grèce, surtout la cité d'Athènes. C'était ça le lieu, la grande ville qui est la capitale de la Grèce aujourd'hui. C'était là où il y avait le commerce, c'est là où il y avait donc l'activité économique assez développée par rapport aux autres à l'époque. C'est pas assez développé par rapport l'économie était embryonnaire à l'époque, mais quand même le centre d'Athènes il y avait une activité marchande, mais l'économie grecque était essentiellement une économie agricole, rurale. Donc, c'était une économie agricole rurale, mais l'échange marchand commence à se développer. C'est ce qui a préoccupé ces philosophes, c'est comment cette cité grecque, cette cité d'Athènes qui était en harmonie, cette harmonie allait s'ébranler, allait s'effriter, allait donc parce que les inégalités commencent à apparaître, les problèmes sociaux, les pauvretés. Donc, cette situation n'allait pas laisser tranquilles et indifférents les philosophes qui vont, à côté de leurs préoccupations philosophiques, s'intéresser aussi au domaine économique. C'est vrai que Platon n'était pas comme Aristote, n'avait pas des idées originales en économie, mais il était attaché à la vie communautaire, à la communauté des biens, un communisme platonicien. Donc, il était attaché à ce que les biens soient gérés de façon communautaire. C'est-à-dire, il était contre la propriété privée. Ce n'est pas comme Aristote, même s'ils tous les philosophes partagent la même idée quant à la condamnation de la richesse matérielle, la climatistique. La climatistique, la richesse, c'est la climatistique. Ils étaient contre la richesse pour la richesse. La richesse, c'est-à-dire avoir la richesse, demander avoir la richesse pour la richesse. Donc, ils étaient pour la richesse naturelle, la climatistique naturelle, mais ils étaient contre la climatistique mercantile, c'est-à-dire la spéculation, la thésaurisation, voire donc consommer les produits superflus. Mais ils étaient quand même pour la production nécessaire, la production des biens essentiels. Ils n'étaient pas contre. Ils avaient, Aristote, donc tous les philosophes allaient condamner aussi le pré-intérêt. Il allait condamner le pré-intérêt, l'usure, donc avoir donc plus tard même les religieux, saint Thomas d'Aquin, les islamiques aussi, les auteurs musulmans vont aussi condamner l'usure fermement. Aristote aussi, il a des idées et vraiment il est considéré comme un précurseur en matière de distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange. Un bien a une valeur d'usage, c'est-à-dire son aptitude à satisfaire un besoin. Une valeur d'échange, c'est sa capacité à s'échanger, son aptitude à s'échanger contre un ou d'autres biens. Et les philosophes grecs, ils avaient une conception de la société stratifiée. C'est-à-dire que pour les philosophes grecs, l'esclavage, il est naturel. C'est une question naturelle. Et donc, il approuve, il affirme, il justifie l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie supérieure de ceux qui doivent donc être les gardiens, les défenseurs de la cité, qui doivent donc s'occuper du politique, de la politique. Ce sont donc les catégories supérieures. Et pour Platon, ces catégories supérieures ne doivent pas avoir une propriété privée. Même leurs femmes et leurs enfants ils ne les reconnaissent pas. Ils sont élevés de façon commune. Ils étaient donc chargés de tout ce qui est des affaires du mœurs, chargés donc de veiller sur les mœurs, veiller sur
veiller sur donc, la stabilité, la défense de la cité. Donc, les esclaves, tout ce qui est économique, tout ce qui est production, tout ce qui est donc, satisfaction des besoins, donc ce sont les esclaves qui vont s'occuper des affaires économiques. Donc, les autres vont se limiter à l'action politique. Et pour les philosophes grecs, l'homme idéal, c'est un homme détaché de ses préoccupations. C'est-à-dire, il doit orienter l'homme libre. L'homme libre, il doit orienter tout son temps à la philosophie, à la participation à la cité, police, avec S et non pas CE, c'est-à-dire à la participation, à la gestion de la collectivité. C'est ça, l'homme libre, il doit se consacrer à la politique, à la philosophie. Donc, mais le problème, c'est que l'esclave n'est pas considéré comme un homme libre. Lui, c'est les affaires économiques. Il y avait donc chez Platon, ce communisme, et un communisme, je ne sais pas aussi, un communisme quand même qui est un peu, qui est raciste, qui traite les esclaves comme, des fois comme des marchandises, les esclaves qui étaient soit des prisonniers, soit des étrangers qui vont vendre leurs enfants, qui n'ont pas les moyens. C'était pas toujours lié à la couleur de peau. Donc, voilà. Et Platon était, c'est vrai, Platon dans la République avait une vision idéaliste. Cette vision qu'il allait tempérer lorsqu'il va donc publier les lois. Il va devenir un peu plus pragmatique. Aristote, donc, il est considéré comme comme étant le philosophe grec qui est le plus réaliste, parce que quand même il a développé des idées même sur la monnaie qui a moyen d'échange, pour Aristote. Donc il va s'intéresser aussi à ces questions-là, à la propriété privée, au prêt-intérêt, au juste prix. Au prix, à la question du prix, c'est-à-dire que le prix doit être juste. Cette conception du prix, cette idée sur le prix qui sera largement développée par saint Thomas d'Aquin. Donc saint Thomas d'Aquin va s'inspirer de le chrétien, l'économiste de l'Église, qui allait développer ses idées donc au XIIIe siècle, au Moyen Âge, va s'inspirer des idées d'Aristote, mais quand même il va aussi puiser dans le droit romain concernant cette question du prix, le juste prix, c'est-à-dire un prix qui ne doit pas être un prix exorbitant. Donc il va s'inspirer aussi du droit romain, parce que dans ce droit, le code justinien, il est stipulé des sanctions contre ceux qui pratiquent le crime du lésio enormis, c'est-à-dire un crime de pratique de prix exorbitant. Léser de façon énorme, c'est-à-dire donc un prix qui est au-dessus de sa valeur pour plusieurs raisons. Donc les commerçants, les vendeurs vont pratiquer des prix élevés, et saint Thomas d'Aquin, il va vraiment va développer des idées contre ces pratiques, pour le juste prix. Voilà, Xénophon va surtout avoir des traités, des œuvres sur surtout comment gérer le domaine agricole. Comment gérer le domaine agricole. Donc, les questions. Donc l'économie, c'était à l'époque, c'est pas une économie politique, c'est l'économie de la gestion des affaires domestiques. L'économie, c'est pourquoi le terme économie a été donc oikos, maison, nomos, règles. Donc l'économie serait donc les règles de la maison. Comment gérer les affaires d'un ménage, les affaires domestiques. Oikos, nomos. C'est ça, donc le terme donc c'est un terme grec. Oikonomia, oikos, nomos. Donc c'était comment gérer le domaine agricole, les affaires domestiques.
En Chine, on avait aussi à l'époque un développement économique. La région aussi, à côté de cette région, donc de la Grèce antique, on avait la Chine impériale, la Chine durant cette période d'antiquité, on avait quand même un développement. Les deux régions, on avait ce développement de l'échange et du commerce, c'était aussi la Chine. À l'époque, on avait deux philosophies. On les appelle des religions, mais ce n'est pas des religions monothéistes. Donc, les religions monothéistes, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, la croyance en un seul Dieu. Ce n'était pas des religions monothéistes, mais on les appelle, ce sont des philosophies, des systèmes sociaux. On peut appeler ça comme ça. C'était le taoïsme, donc de Lao Tzu, Lao Tzu, et le confucianisme, Confucius, Maître Kong. Donc, c'était deux perceptions différentes. Le taoïsme, c'était une philosophie qui prône la vie naturelle, qui prône la proximité et l'attachement à des modes de vie naturels. C'est-à-dire que l'homme heureux, c'est celui qui est proche de la nature. Donc, ils étaient contre les institutions, contre la perturbation de cet ordre naturel. L'homme doit vivre le plus modestement possible. Donc, il doit apaiser ses pulsions, ses désirs, qui doivent être des désirs modérés. Donc, c'était ça le taoïsme. Le taoïsme, c'était donc un mode de vie proche de la nature. Le confucianisme, c'est le système, la philosophie qui va vraiment peser en Chine et qui va influencer la Chine jusqu'au début du XXe siècle. Ils vont montrer le rôle important des institutions, le rôle important de l'éducation. Donc, il faut donc forger un citoyen, un citoyen fort, une personnalité chinoise forte qui est consciente de ses droits et de ses devoirs. Donc, le confucianisme, donc c'est un système politique, économique, social, donc basé sur cette éducation du citoyen autour des valeurs communes. Donc, c'était ça le confucianisme. Après une période romaine qui est qualifiée d'une période austère, une période où les réflexions économiques étaient presque quasi absentes, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y avait quand même des auteurs qui ont traité des questions agricoles à l'époque. C'était une période où il y avait donc un fleurissement, un développement du droit, le droit romain qui est enseigné dans plusieurs universités européennes. Après cette période qui va depuis jusqu'au 6e, 7e siècle, donc il y aura après il y aura la période qui va suivre la mort des prophètes, Mohammed, et qui va donc cette période à partir du 7e, 8e siècle, qui va jusqu'au déclin de l'empire arabo-musulman, cette période qui va être caractérisée par l'apogée de certaines dynasties, comme la dynastie abbasside et d'autres. Donc cette période allait être caractérisée, c'est vrai, par le rôle du calife, qui vont donc mettre en place une administration centralisée, un système fiscal efficace, qui vont donc faire une extension en dehors, donc cet apogée allait s'étendre vers plusieurs régions, donc de la péninsule ibérique, d'Espagne,
et d'autres pays, donc en Asie, en Europe. Donc les traces de cet empire sont encore là. Allez voir en Espagne, l'Andalousie, la région de l'Andalousie, vous allez trouver donc à Grenade, dans plusieurs à Cordoba, donc et d'autres villes espagnoles, même d'autres régions européennes, asiatiques, il y a des traces de ce passage et de cette extension de l'islam. Donc, il y avait des auteurs, donc des auteurs qui n'étaient pas vraiment des économistes, qui étaient des médecins, comme Avicenne, Ibn Sina, Averroès, Ibn Rushd, Al-Farabi, il y avait Ibn Khaldoun, il y avait Al-Maqrizi, Ibn Taymiyyah, il y avait Al-Biruni, et d'autres qui vont aussi aborder les questions économiques, même s'ils étaient des médecins, des sociologues, des historiens, avaient quand même des questions pertinentes sur le plan économique concernant la décadence. Ibn Khaldoun, on peut trouver cette notion, cette analyse en termes de cycle qu'on va retrouver chez Kondratiev, chez Juglar et d'autres. Ibn Khaldoun a traité aussi des questions cycliques, la décadence, la récession et l'expansion. C'est l'apogée, c'est le développement, c'est les périodes donc de développement, les périodes donc la terminologie c'est pas la même, mais ils ont traité des questions économiques à leur manière. Donc le Ibn Khaldoun est considéré même comme un précurseur des idées d'Arthur Laffer. Arthur Laffer qui est célèbre par sa formule trop d'impôts tue l'impôt, c'est-à-dire que lorsque les taux d'impôt augmentent à un certain niveau, donc ils vont décourager les investissements, ce qui fait qu'ils vont nuire aux recettes fiscales, c'est-à-dire que du fait que les taux d'impôt augmentent, donc il y aura un découragement de ceux qui vont investir, et lorsqu'il y a un découragement, donc il y aura une cessation, une fermeture, une cessation d'activité ou bien des délocalisations à l'extérieur, ce qui fait que la base imposable et l'assiette fiscale vont se rétrécir. Donc, c'est-à-dire que trop d'impôts tue l'impôt. La base pour prélever n'est plus là. Ce qui fait, donc, Ibn Khaldoun voulait une fiscalité minimale. Il a traité de ces questions comme Arthur Laffer. Le Maqrizi, il est considéré comme l'ancêtre, comme le précurseur de l'idée, la loi de Grisham. La bonne monnaie chasse la bonne, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc, à l'époque, on avait un trimétallisme. On avait donc trois sortes de monnaies. On avait l'or, l'argent, mais on avait aussi le cuivre. Trimétallisme. À l'époque donc de l'empire arabo-musulman, il y avait d'autres, le Biruni, qui considérait 7 siècles avant Malthus comme ayant le premier à soulever ces questions qui seront développées par Thomas Robert Malthus. Lui, il a annoncé, le Perse Biruni, que la croissance des hommes et des animaux est plus élevée que la croissance des produits agricoles, alimentaires. Et pour lui, ce sont les catastrophes, les épidémies qui expliquent comment on va arriver à cette baisse de la population, à cette baisse de la population à un niveau équivalent aux ressources alimentaires et aux ressources agricoles. Donc voilà, c'est vrai que c'était dans les manuels et dans les universités mondiales, c'est vrai que on n'enseigne pas trop la pensée arabo-musulmane. C'est comme si on considère comme si c'est un tort fait à l'égard de ces auteurs qui quand même avaient abordé les questions économiques.
les questions économiques de façon pertinente. Et c'est vrai que l'économie politique, il se caractérise par cet europiocentrisme, par cette occidentalisation. C'est comme si nous, on n'avait pas une pensée économique. Mais c'est vrai qu'il y a des ouvrages, qui sont très rares, qui traitent de la pensée arabo-musulmane, sont très rares. Donc, c'est vrai que c'est rare de trouver, mais quand même, moi, je m'attache à soulever et rendre hommage et réhabiliter l'apport des penseurs islamiques en matière de pensée économique. Il y a le Moyen-Âge aussi, il y avait donc la pensée économique chrétienne. Il y avait la pensée, surtout chez saint Thomas d'Aquin, le dominicain, le côté religieux était un dominicain, parce qu'il y a plusieurs donc orientations. Il y avait les jésuites, il y avait les franciscains. Lui, il était dominicain, italien. Dominicain italien, donc il est considéré même jusqu'à aujourd'hui comme un économiste de l'Église, parce qu'il était un théologien. Donc la théologien, c'est la philosophie scolastique, donc scholastikos, c'est-à-dire donc cette philosophie enseignée à l'université au Moyen Âge. Et lui, on considère que toutes ces idées toutes ces idées, ce sont des idées qui ont été forgées par Aristote, et lui, il va les reprendre, mais quand même, il va les adapter à la religion chrétienne. À la religion chrétienne, la propriété privée, c'est vrai qu'il était favorable à la propriété privée, parce que pour lui, lorsqu'on a un bien, lorsque le bien appartient à tout le monde, le soin qu'on va accorder à ce bien communautaire sera moindre. On ne va pas accorder un soin important, c'est-à-dire on va négliger les choses qui nous appartiennent, qui appartiennent à tous. Et pour lui, lorsqu'un bien, un domaine, un produit nous appartient de façon privée, donc lorsqu'on possède, on va donner plus de soins à ce bien par rapport à un bien qui appartient à tout le monde. Voilà la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Donc elle était, voilà sur la question de la propriété privée. À l'époque, parce que l'Église à l'époque avait des domaines, il gère des domaines, il fait beaucoup de social par rapport à aujourd'hui. C'est vrai, depuis que l'Église, depuis donc que la guerre des religions, depuis la réforme protestante, surtout depuis donc cette rébellion de Martin Luther, celui donc qui va s'insurger contre l'autorité papale, contre les papes. Pour lui, c'est la Bible qui fait l'autorité chrétienne et non pas les papes. Donc, il va vraiment. C'est vrai que ce Martin Luther était controversé parce qu'à la fin de son existence, il va quand même être taxé comme un antisémite, c'est-à-dire qu'il va demander à ce que les synagogues soient brûlées, à ce que les rabbins soient assassinés, voilà, c'est pourquoi son apport, il est considéré comme un apport controversé. Mais quand même, il a contribué à cette réforme protestante qui est considérée comme plus propice au développement du capitalisme, c'est-à-dire par rapport à cette intolérance chrétienne qui bloque et qui fait des inhibitions et qui n'encourage pas certaines initiatives économiques. Ils étaient contre le pré-intérêt, ils étaient contre beaucoup d'éléments qui ont fait le berceau, qui ont fait du développement du capitalisme. Et on a considéré que la réforme protestante il était plus en phase par rapport au développement capitaliste. Max Weber, le sociologue, a montré, donc il avait le titre de son ouvrage, donc éthique protestante et développement du capitalisme. Il va montrer ces questions. Donc voilà, mais l'Église ne fait plus n'est plus donc comme à l'époque. L'Église avait même
droit à une part des impôts prélevés. L'Église avait ses domaines, mais depuis le siècle des Lumières, donc des intellectuels du XVIIIe siècle vont donc s'insurger, un mouvement intellectuel, culturel, politique pour s'insurger contre l'emprise de l'État et des Églises sur toutes les affaires. Donc il y avait ce mouvement qui va, et on a vu que dans certains pays, on a même, il y avait des lois pour vraiment les lois pour développer la laïcité, c'est-à-dire que l'Église doit vraiment être, l'Église et l'État, la religion et l'État doivent, donc il doit y avoir une séparation forte pour que tout ce qui concerne les affaires du culte, ce sont des affaires privées et que la religion n'a rien à faire dans la sphère publique. Faut pas, donc, la religion ne doit pas influencer les politiques publiques, l'État. Et lui, saint Thomas d'Aquin, il va quand même condamner le prêt-intérêt, l'usure. L'usure, il va condamner donc le juste prix. J'ai déjà montré comment il était pour un prix, donc un prix qui est favorable pour l'acheteur et le vendeur. Donc, il était contre la pratique de prix exorbitants. Donc, il va même recourir à des articles du Code romain, du Code justinien, du droit romain, dans lesquels il est stipulé le crime de lésio enormis, ce mot latin, c'est-à-dire la pratique du prix excessif. Là, voilà cette partie. Après, jusqu'au 15e, donc c'est toute une partie où les réflexions, on n'avait pas de théorie économique, on n'avait pas de courant économique. Jusqu'au 15e, depuis l'Antiquité au 15e, c'était des idées, des réflexions. Le premier courant, c'est le mercantilisme, le mercantilisme, c'est le 16e, 17e siècle. 16e, 17e, sous-courant économique, et donc il est caractérisé par, donc sur le plan économique, donc sous-courant qui est donc qui a été développé par c'est pas des théoriciens, mais c'était des auteurs qui étaient soit des banquiers, des industriels, des financiers, des fonctionnaires, mais qui à côté de leurs fonctions, des hommes politiques, qui étaient à côté de leurs fonctions, avaient recommandé aussi, avaient rédigé des écrits sous forme de recommandations et pas de théorie. Il n'y a pas d'abstraction. Il n'y a pas vraiment le travail théorique, mais des recommandations à destination des rois. Pourquoi des rois? Parce qu'à l'époque, en Europe, c'était à la mode, c'était des monarchies. À la tête des régimes politiques, on avait des rois, des princes, mais des princes vraiment qui concentraient le pouvoir, qui étaient des monarchies absolues, fortes. Donc, il n'y avait pas ces institutions, le Parlement, un vrai gouvernement. C'était pas de cette façon l'État moderne, l'État qui va se développer avec des véritables institutions. Non, c'était des rois absolutistes qui vraiment avaient les vrais pouvoirs. Ils étaient même, ils se considéraient comme les représentants divins aussi sur terre. Et à l'époque, on avait donc dans certains pays, comme en Italie, on avait une instabilité parce qu'ils étaient composés de plusieurs petits États. Et à l'époque, on avait donc ce renforcement de l'autorité, du pouvoir, va donc Nicolas Machiavel va donc rédiger Le Prince, l'ouvrage intitulé Le Prince, sous forme de conseil, sous forme à la destination de ceux qui exercent le pouvoir, pour que comment les orienter dans ce sens de conserver et de renforcer leur pouvoir. Donc pour lui, donc la fin justifie les moyens. L'État doit recourir à toutes les méthodes, à tous les moyens pour garder son pouvoir, à tous les moyens et même quitte à faire des crimes, à liquider des opposants. Donc pour maintenir vraiment durement le pouvoir et le pérenniser dans le temps. Le mercantilisme, sur le plan économique, la richesse chez les mercantilistes, la richesse, c'est la détention des métaux précieux, l'or et l'argent. Un État est riche, c'est un État qui détient un stock d'or et d'argent important. C'était ça la richesse. C'est pourquoi, parmi les recommandations,
c'est que l'État doit aller faire les guerres. D'ailleurs, la notion de guerre économique, aujourd'hui, on voit comment les pays développés se livrent à des guerres, la Chine, les États-Unis, l'Europe. Mais la notion de guerre économique, on doit aller la chercher chez les mercantilistes au XVIe, XVIIe siècle. C'était une guerre économique pour aller, le pays, pour s'enrichir, il doit entrer en guerre. Aller faire les guerres pour ramener, pour pousser le pays qui va être en défaite à payer, donc à récompenser le pays vainqueur par des métaux précieux, ou bien aller faire des conquêtes extérieures, comme ça a été fait par l'Espagne et le Portugal, lorsqu'ils vont conquérir le traité de Saragosse, traité qui va donc l'Espagne et le Portugal vont se partager le monde, aller en Amérique du Sud pour ramener l'or et l'argent. Donc on avait la richesse, c'était ça. Et pour les mercantilistes, un État ne peut être, une nation ne peut être riche que si l'État est puissant. Donc l'État doit être puissant, la puissance de l'État pour favoriser la richesse de la nation. Voilà, l'État doit être fort pour que la nation soit riche. Mais aussi, on ne peut pas avoir un État fort sans une nation riche. Donc c'est vice-versa. Pourquoi? Parce que sans la richesse, parce que l'État a besoin de la richesse pour financer l'arsenal militaire, pour donc payer les soldats, pour financer la guerre. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. La puissance de l'État a besoin de la richesse et la richesse de la nation ne peut avoir lieu sans que l'État ne soit fort. Voilà donc la question de la richesse chez les mercantilistes. Donc la richesse chez les mercantilistes, c'était donc c'est pourquoi les mercantilistes étaient pour la richesse se manifeste sur le plan comptable par des soldes positifs des balances commerciales. Il faut que les balances commerciales soient excédentaires, c'est-à-dire les entrées et les sorties de monnaie. Donc les entrées doivent être largement supérieures aux sorties de monnaie. C'est pourquoi ils étaient favorables aux exportations, mais ils étaient vraiment farouchement hostiles aux importations. Parce que pour les mercantilistes, les importations, ça sera une occasion de sortie de métaux précieux et de monnaie. C'est pourquoi ils voulaient que l'État mette en place des barrières protectionnistes, protéger, éviter les sorties de monnaie. C'était ça. Donc les mercantilistes étaient, l'État doit mettre en place des réglementations, doit mettre en place un protectionnisme, des barrières. L'État doit aussi avoir un secteur exportateur public. Donc là, mais aussi l'État, lorsque je dis que l'État a besoin de la richesse, cette richesse finance l'arsenal militaire et tout ça, mais aussi il finance le train de vie des rois. Les rois, pour gérer leur château, pour vivre dans leur luxe, avaient besoin aussi, ils prélèvent une partie de la richesse pour leur compte. Les rois, donc, étaient aussi, ils accaparaient une grande partie de la richesse pour leur vie luxueuse. Là, on avait comme auteur à l'époque, c'était Antoine de Montchrestien. Antoine de Montchrestien, en 1615, c'est lui qui a forgé la notion, l'expression d'économie politique. L'économie politique a vu le jour avec Antoine de Montchrestien, qui donc fait partie de ce contexte du mercantilisme. L'économie politique, c'est-à-dire, c'est quoi l'expression d'économie politique? C'est-à-dire, c'est lorsqu'on va élargir la notion d'économie d'un domaine privé, d'un domaine, donc les affaires domestiques, un ménage, au niveau d'un ménage, au niveau d'une maison, au niveau d'un domaine agricole, à une échelle plus globale, à l'échelle d'un État, à l'échelle de la gestion d'une collectivité. Donc c'est pourquoi la notion d'économie va être élargie, on va ajouter donc l'expression de politique, c'est-à-dire l'économie politique, c'est-à-dire c'est une discipline qui s'intéresse à comment gérer les affaires publiques, comment gérer les ressources au niveau d'un cadre global, au niveau d'une collectivité. C'est ça l'économie politique. L'économie politique, donc c'est pas seulement un État, ça peut être au niveau du monde, au niveau d'un espace plus grand, au niveau donc
d'un groupement régional. Donc, lorsqu'on va dépasser le cadre strictement familial, strictement d'un privé, on va s'intéresser à la gestion des ressources pour une collectivité, on fait de l'économie politique. On avait comme Thomas Moon, il y avait William Pitty, on avait Jean Baudin, ce sont des Anglais, britanniques, pas des Anglais, parce qu'il y avait des Irlandais, des Écossais, donc le Royaume-Uni, Grande-Bretagne, et le Français Jean Baudin, donc qui est célèbre surtout, il est considéré comme le précurseur de cette théorie quantitative de la monnaie qui met en relation la masse monétaire et les prix, les mouvements de transaction. MV est égal à PT, c'est-à-dire donc masse monétaire, volume, vitesse de transaction, les prix et donc les transactions. C'est-à-dire donc Jean Baudin, c'est lui qui est célèbre aussi par cette idée. Il était favorable, en tout cas tous les mercantilistes étaient des populationnistes. Populationnistes, c'est-à-dire il voulait une population nombreuse. Donc c'est pas comme Malthus plus tard qui va considérer la croissance de la population comme une menace. Non, pour les mercantilistes, ils voulaient une population nombreuse. D'ailleurs, ils les considèrent comme des guerriers. Ils voulaient une population nombreuse. Donc, et Jean Baudin, c'est lui qui a dit qu'il n'est de richesse et de force que d'homme. Il n'est de richesse et de force que d'homme. C'est Jean Baudin. Donc, voilà le mercantilisme. Après le mercantilisme, on avait les physiocrates. Les physiocrates, c'était donc une école qui va avoir le jour, surtout avec François Quesnay, en 1748-49. Des fois, donc, la date de publication de son tableau économique, des fois, on fait 48-49, en tout cas, ce n'est pas grave pour la date. Le tableau économique de François Quesnay, c'est donc, généralement, on situe la genèse d'un courant économique par la publication des premiers auteurs de l'école. Mais il faut dire qu'avant François Quesnay, on avait des précurseurs qui ont des idées proches de la physiocratie, surtout sur certains aspects, notamment l'aspect libéral. Gilbert de Bois-Guilbert, Richard Cantillon étaient donc des libéraux. Les premiers qui vont développer les idées libérales. Donc le premier, c'est Gilbert de Bois-Guilbert qui va s'insurger contre les mercantilistes comme étant des auteurs qui ont vraiment étouffé les économies, notamment l'économie française. Il va montrer comment les barrières protectionnistes, comment l'implication de l'État, des États avaient donc ruiné les économies et il va développer, donc il va être du côté du libéralisme. Il va montrer comment donc il faut que l'économie, surtout la France, il va montrer comment l'économie française a vraiment payé dur ces réglementations et qu'elle a sacrifié le vecteur de sa richesse, le secteur agricole, qui a été sacrifié par cette perception de la richesse qui néglige le concours des secteurs productifs et qui donne une importance aux métaux précieux. Donc, François Quesnay, il était un médecin, un docteur en médecine, et cette fonction de médecin va influencer sa manière d'analyser l'économie. Ça va influencer sa manière d'analyser l'économie, puisqu'il considère l'économie comme un corps humain dans lequel circulent, au lieu qu'il parle de circulation sanguine, circulent les marchandises. Donc, il y a des entrées et des sorties, les inputs et les outputs. Donc, lui, son analyse en termes de zigzag, c'est pourquoi on le considérait comme l'ancêtre, le précurseur de la comptabilité nationale, parce qu'il y a déjà la question de tableau entrée-sortie, tableau d'entrée d'ensemble. Voilà, et lui, François Quesnay, avec les autres, on va voir, je vais aussi soulever Turgot, Anne-Jacques Turgot, et il y avait d'autres, Samuel de Nemours, il y avait Mirabeau. Donc, c'était des économistes qui vont se placer du côté de l'agriculture. Ils vont défendre le secteur agricole comme étant le seul secteur capable de créer des richesses.
et que toutes les autres activités économiques sont stériles. L'artisanat, l'industrie, le commerce, pour les physiocrates, ne sont que des activités qui changent la forme du produit, mais qui n'ajoutent pas un surplus. Ils parlent de produit net. Le produit net, c'est la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on parle de valeur ajoutée. C'est donc la valeur ajoutée, c'est lorsqu'on met production moins facteur de production. Et donc, pour les physiocrates, la production, les facteurs de production, ce sont les avances, les semences et la main-d'œuvre, le rôle des paysans. C'est ça, les facteurs de production. Nous, on a les facteurs de production, facteur de travail. Facteur de travail, c'est main-d'œuvre. Facteur capital, généralement, ils considèrent tout ce qui est capital, c'est les semences. Et donc, voilà, production moins avance, les facteurs de production, on aura le produit net, c'est la valeur ajoutée. Ils parlent de produit net. Donc, et les physiocrates croient en un ordre naturel, l'ordre de Dieu, pas de façon religieuse. Dieu, c'est-à-dire une puissance. Mais ils sont pas, c'est pas une question religieuse pour les physiocrates, mais il y a un ordre naturel qui veille sur les activités économiques. Et cet ordre naturel, il ne faut pas le perturber. Il ne faut pas le perturber, laisser faire, laisser passer, laisser faire les hommes, laisser passer les marchandises. Cette idée de Gournay, Vincent de Gournay, c'est à l'époque des physiocrates. Laisser faire, donc c'est ça, une puissance, les lois naturelles veillent sur l'activité économique. Donc, il ne faut pas perturber cet ordre naturel. Ils avaient fait des recommandations, 3 principales recommandations. Ils étaient, donc, pour le gouvernement, doit être, pour les physiocrates, le gouvernement doit être issu des hommes de talent, des personnes qui ont des talents et qui sont issus de l'aristocratie foncière, généralement. Donc, pour notre recommandation, il demandait à l'abolition de toutes les entraves et les frontières au libre-échange à l'intérieur d'un pays et à l'extérieur. La 3e recommandation, c'est qu'ils voulaient, même s'ils sont libéraux, ils étaient pour une fiscalité qui frappe la terre. Le principal facteur de production, c'est la terre. Ils voulaient que l'État pratique un impôt qui frappe la terre. Pourquoi? C'est pour augmenter le rendement, parce que pour les physiocrates, une terre qui n'est pas cultivée, qui reste en jachère, c'est-à-dire qu'un produit net va manquer. C'est pour cette raison qu'ils sont favorables à un impôt qui frappe la terre pour pousser ceux qui possèdent les terres, soit à les louer, les propriétaires terriens, soit à les cultiver. Voilà, c'est ça la philosophie. C'est dans ce sens qu'ils étaient favorables à un impôt qui frappe la terre. C'est pour pousser ceux qui possèdent les terres de les mettre en culture pour augmenter le rendement et par conséquent, il y aura une production de richesse, une croissance économique. Voilà les 3 recommandations. L'autre auteur, c'est Turgot, Anne-Jacques Turgot. Il est considéré pour moi plus intéressant que François Quesnay. Même si c'est François Quesnay le chef de file, Anne-Jacques Turgot, généralement on l'appelle Turgot, il était aussi un homme politique, un haut fonctionnaire. Il a été nommé donc contrôleur général des finances en 1774. Donc, il a été donc à l'époque, donc il était théoricien, il était donc penseur physiocratique. Pourquoi pour physiocratique? Parce qu'il partage les mêmes idées sur le plan du concours de l'agriculture. Donc, il était favorable, et lui aussi, il montre que l'agriculture est un secteur important, mais il va quand même dépasser les physiocrates. C'est pourquoi moi je le considère comme un auteur de transition entre la physiocratie et les classiques. D'ailleurs, il était l'ami d'Adam Smith, parce qu'il considère que même l'investissement dans les machines est très important. Donc, il va reconnaître le rôle de l'industrie. Et lui, il sera chargé, lorsqu'il sera haut fonctionnaire, il sera chargé d'assainir les finances publiques de la France. Il va mettre en place des réformes pour réduire le déficit public et la dette publique. Il va donc aussi libéraliser le commerce du grain. Il va, pour alléger le fardeau sur le marché du travail, il va donc supprimer les corvées. Il va supprimer les jurandes, ce sont les corporations professionnelles, pour libéraliser les relations dans le monde agricole et le monde du commerce. Il va mettre en place donc un programme de réforme. Il va créer une banque d'escompte
l'équivalent de il voulait faire la même chose qu'en Angleterre, la Banque d'Angleterre, banque d'escompte, qui sera donc chargée de prêter le dernier prêteur financier de l'État. Mais il voulait que cette banque soit, indépendante du pouvoir royal, soit privée. Donc, il voulait montrer à ceux qui critiquent le rôle, la situation de l'État, que l'État quand même va prendre en charge cette question financière pour que les banqueroutes, les crises ne soient pas produites sous sa responsabilité. Donc, il va aussi, pour renflouer les caisses de l'État, favoriser, augmenter les recettes publiques, il va créer certains services publics, comme lorsqu'il va créer transport, il va créer donc des véhicules, un transport en commun, des véhicules légers qui relient Paris avec les provinces, avec les villes des provinces du royaume de France. On a appelé ça, il porte son nom, les Turgotines, mais une pénurie de blé, il y avait une mauvaise récolte, et aussi il était sous le collimateur. Certains de l'entourage du roi, de la cour, cherchaient sa tête, ce qui fait qu'il y avait une guerre, la guerre des farines, il y avait des révoltes parce qu'il y avait la famine, et ce qui fait que le roi allait le limoger, il sera destitué de sa fonction par le roi Louis XVI, donc il va être destitué de sa responsabilité, mais lui quand même, il a des idées pertinentes par rapport aux autres physiocrates. Donc voilà, la semaine, je ne vais pas quand même, pour cette séance, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais à partir de la semaine prochaine, donc il faut quand même prendre plus de temps, parce que j'espère qu'on va, c'est vrai que je laisse les classiques, les néoclassiques, les keynésiens, la théorie contemporaine pour la séance prochaine. Mais en tout cas, il y aura encore minimum 6 séances encore à faire, minimum, pour quand même traiter les questions de croissance et développement, les systèmes économiques. Donc, les systèmes, on va traiter les politiques économiques et la mondialisation. Les autres chapitres, ça sera plus des orientations. Donc, des chapitres, vous seriez orienté, vous aurez le support écrit, mais des chapitres, je vais les détailler par mes interventions. Je vous remercie.